Et bienvenue tout le monde. Donc, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires que nous avons commencé à entreprendre avec la Global Financing Facility et l'OMS. Je me présente, je suis Nouria Brixi, je suis experte en financement de la santé. Je travaille pour le compte du GFF, Global Financing Facility, mais aussi pour la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Je vois que mes cheveux portent la caméra en confusion. Je suis désolée si j'apparais et disparais de temps en temps. Ces webinaires, donc comme le disait Valérie, celui-ci est le cinquième. Et l'idée que nous avons derrière ces webinaires, c'est vraiment d'essayer de nous assurer qu'il y a un lien qui est fait entre la théorie et la pratique. Nous sommes tous des praticiens et nous devons réfléchir, et c'est ce que nous essayons de faire à travers ces webinaires, à comment mettre en pratique ce qu'on apprend au niveau international et au niveau de vos pays. Les intervenants que nous invitons, vous le verrez, sont tous extraordinaires. Ils sont extrêmement expérimentés, que ce soit au niveau théorique ou que ce soit au niveau pratique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'économie politique et plus précisément de l'analyse de l'économie politique. Est-ce que c'est une chose importante à faire? Est-ce que ça peut nous servir lorsqu'on réfléchit aux réformes du financement de la santé? Donc on s'est dit qu'avant de réfléchir à l'analyse de l'économie politique, c'était très important tout d'abord d'essayer de définir ce que signifiait cette analyse de l'économie politique. Or, l'économie politique. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'il n'y a pas une définition de l'économie politique. Il y a plusieurs définitions. Et selon l'école de pensée à laquelle on appartient, qu'on soit marxiste, qu'on soit néolibéral ou qu'on soit autre chose, on peut avoir des nuances quant à ce que signifie l'économie politique. Néanmoins, la façon la plus simple, on pense, de réfléchir à l'économie politique, c'est cette interaction entre toutes les questions économiques, y compris par exemple comment financer la santé, toutes les questions techniques à laquelle on a peut-être l'habitude en tant qu'expert de financement de la santé, d'un côté, et de l'autre, toutes les questions politiques qui pourraient avoir une influence sur oui ou non nos réformes pourraient être implémentées, pourraient avoir un succès. Et quand ce qu'on entend par politique, ce n'est pas uniquement la politique en tant que telle, c'est-à-dire les politiciens, mais c'est bien plus large. Ce sont les questions économiques, les questions institutionnelles, les questions sociales qui aujourd'hui, demain ou hier ont eu une influence sur le contexte dans lequel on travaille. Donc, c'est plus ou moins la définition de l'économie politique, vraiment de façon assez simpliste. C'est cette interaction entre tout ce qui est politique dans notre société et l'économie et les questions techniques. Maintenant, est-ce que c'est important pour nous d'y réfléchir? Vous imaginez donc, comme je vous le disais, que nous pensons que c'est primordial pour le succès des réformes du financement de la santé, particulièrement puisque la question même du financement implique une redistribution entre les ressources du pays, entre les ressources des individus, ce qui est par définition politique. Et si on prend l'exemple de la couverture sanitaire universelle, certes, dans tous nos pays, nous avons dit que nous voulons atteindre cette vision, cette ambition, mais comment y arriver? Les chemins qui peuvent être entrepris pour réussir cette ambition de couverture sanitaire universelle sont très divers et sont politiques à la base. Par exemple, est-ce qu'on va prendre un chemin qui est plus basé sur la taxe, sur des taxes qui en elles-mêmes sont une expression de solidarité, ou au contraire, va-t-on prendre une approche qui est plus penchée sur les assurances? Et si on pense aux États-Unis, par exemple, où on a vu que Obama a essayé d'intégrer une approche de taxe dans la CSU, on a vu qu'il a été accusé d'être un communiste forcené, ne serait parti-là à exprimer le mot taxe. Donc chaque mot entre dans un contexte historique, social, politique qui fait qu'il y aura ou pas une résistance par rapport à la réforme, bien que la réforme puisse être au niveau technique absolument pertinente. On a ce même genre de débat en ce qui concerne le secteur privé, le secteur public. Chaque parole va être plus ou moins bien reçue par la population. Donc, ce que nous voulions mettre en avant dès le départ, c'était de comprendre que toute réforme du financement de la santé doit être appréhendée, doit être comprise et doit être inscrite dans le contexte politique vu de façon large, c'est-à-dire social, économique, institutionnel dans lequel il s'inscrit.
Aujourd'hui, nous ne voulons pas parler de la définition de l'économie politique. Quelque part, c'est ce qu'il y a de moins intéressant. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous d'accord par rapport à à son importance. Ce que nous voudrions discuter avec vous aujourd'hui, c'est comment entreprendre une analyse de l'économie politique et pourquoi devrions-nous le faire. Pour euh, porter à bien cette discussion, nous avons la chance d'avoir trois intervenants merveilleux. La première, c'est Maria Paola Bertone, qui est professeure associée à Queen Margaret University à Édimbourg et qui, depuis plusieurs décennies, enfin depuis très longtemps en tout cas, plusieurs années, entreprend la recherche sur les systèmes de santé dans les pays fragiles en particulier, fait partie de Rebuild for Resilience et qui est une experte de l'économie politique de la santé. Maria va nous parler un peu d'un guide qui a été développé avec l'OMS sur comment entreprendre cette analyse. Par la suite, nous avons aussi la chance d'avoir professeur Chris Hatin, qui est économiste de la santé, qui a plus de 25 ans d'expérience dans tout ce qui est les thématiques du financement de la santé à la Banque mondiale et entre autres, mais dans beaucoup d'organisations. Chris est directeur exécutif de Results for Development et directeur exécutif et fondateur de l'Association africaine pour l'économie de la santé, AFHIA. Et Chris, vous allez partager avec nous l'expérience du Ghana et l'économie politique de certaines réformes au Ghana. Et enfin, nous avons l'honneur d'avoir Dr Parfait avec nous, qui est expert en santé publique, qui a lui aussi une longue expérience dans l'élaboration, dans l'analyse et dans l'implémentation de réformes de santé et de financement de la santé en particulier. Aujourd'hui, Parfait, vous êtes en charge du financement de la santé pour la région francophone auprès de Financing Alliance for Health. Mais vous étiez aussi directeur général de la planification et du financement de la santé au sein du ministère de la Santé du Rwanda et directeur d'hôpital et médecin traitant dans un hôpital de district. Voici pour les présentations. Je vous remercie à tous infiniment d'être avec nous. Maria, je vais te passer la parole et je réapparaîtrai quand il te restera 5 minutes. Merci. Merci Nouria et bienvenue tout le monde et vraiment bonjour de ma part. Voilà, donc comme Nouria le disait, aujourd'hui on réfléchit, et ma présentation réfléchit sur l'analyse d'économie politique et spécifiquement on essaye de réfléchir à comment on l'a fait et pourquoi on veut la faire, en particulier pour ce qui concerne les réformes de financement de la santé. Ma présentation se base sur une guide sur laquelle j'ai travaillé avec des collègues et aussi des collègues de l'OMS, qui est en ligne. Vous avez les QR codes si vous voulez l'accéder. Pour le moment, la version est en anglais, mais il y aura bientôt une traduction en français aussi. Comme Nouriel l'a vraiment bien expliqué, il existe un grand nombre d'interprétations et de conceptions de l'économie politique. Mais en fait, nous, pour ce guide, on part vraiment, et la conversation aujourd'hui, on part du constat que souvent, euh, toutes ces questions un peu plus politiques sont un peu mises à côté parce qu'ils ne puissent, pour éviter qu'elles contaminent les idées techniques et les processus techniques. Mais en fait, on réalise qu'en faisant ça, les réformes de santé, de financement de la santé, par exemple, n'avancent pas. Et donc, vraiment, à la base de cette guide, l'idée qui nous a guidés à la mettre en place, c'est vraiment une interprétation et une utilisation spécifique de l'analyse économique, d'économie politique, vraiment de façon appliquée, avec l'objectif de savoir comment on peut l'utiliser pour soutenir stratégiquement les réformes et donc essayer de faire passer l'économie politique d'un outil un peu abstract et théorique à quelque chose de vraiment concret et pratique et qu'on peut utiliser de jour en jour. Donc, première chose, de quoi on parle quand on parle de l'analyse d'économie politique? Comme on l'a déjà dit, c'est une méthode appliquée pour évaluer les dimensions économiques et politiques d'un processus de réforme. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre la répartition du pouvoir et des richesses entre les acteurs et d'expliquer, essayer de réfléchir à comment les processus de réforme peuvent changer cette répartition de pouvoir et des richesses. Pour le dire de façon vraiment plus simple, plus intuitive, on essaie de comprendre qui sont les gagnants et qui sont les perdants d'un processus de réforme. Qui va gagner, qui va perdre. Et donc, qui
va soutenir une réforme et qui va s'opposer. Et comment on peut essayer de réduire l'opposition et de mobiliser le soutien. Donc, en particulier, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que faire ou mener des analyses d'économie politique peut être vraiment utile pour essayer d'élaborer des tactiques ou des stratégies qui renforcent la faisabilité politique des réformes. Donc, la réflexion ici, et la question qu'on se pose est qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser le soutien et limiter l'opposition aux réformes qu'on veut mettre en place? Pourquoi on le fait? On l'a déjà expliqué et à nouveau, Nouria a mis l'accent sur ça. On sait qu'il y a eu beaucoup de pression politique et aussi de volonté politique de faire avancer la CSU et les réformes en financement de la santé. Mais on sait qu'en pratique, toute la pression et l'intérêt, c'est pas traduit vraiment en des réformes efficaces qui sont conçues, adoptées et mises en œuvre en réalité. Et pourquoi? On pense qu'une des raisons, c'est que souvent, ces réformes impliquent l'interaction de plusieurs acteurs qui ont chacun un certain pouvoir et un certain intérêt spécifique pour essayer d'être des gagnants plutôt que des perdants dans ces réformes. Et ces interactions dans un contexte dynamique font que les réformes de financement de la santé sont politiquement controversées souvent, et on va voir les exemples du Ghana et du Rwanda où ça c'est très clair. Donc, il est important de reconnaître les obstacles politiques qui ne sont pas nécessairement des obstacles techniques, et essayer de les gérer et de les utiliser de façon stratégique pour faire avancer la réforme. Donc, comment faire en pratique une analyse d'économie politique? Je vais essayer de réfléchir à ça. Dans le guide, on a identifié 6 étapes vraiment pratiques. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur 3 qui sont un peu les étapes centrales. Mais voilà, vous pouvez regarder le guide pour avoir un peu un aperçu de tous les 6 étapes. Une question importante, c'est de réfléchir à quand on fait une analyse d'économie politique. Souvent, on pense qu'on peut la faire de façon rétrospective. Et ça, c'est vraiment plutôt le domaine des chercheurs comme moi. Souvent, on regarde à ce qui s'est passé dans le passé et on réfléchit, on se dit, ah oui, c'était ce type d'interaction, c'était ces acteurs, c'était ces éléments du contexte qui ont favorisé ou ils ont bloqué la réforme. Mais aujourd'hui, on réfléchit vraiment à comment faire des analyses d'économie politique de façon prospective. Ça veut dire au même temps, donc en parallèle ou même avant une réforme technique ou la mise en place d'une réforme technique. Donc souvent, on peut avoir un moment, par exemple, autour, juste avant, pendant ou juste après une évaluation technique. Peut-être quand dans le pays, on réfléchit sur les Health Financing Progress Matrices ou on réfléchit à une révision ou l'élaboration d'une stratégie de financement de la santé. C'est un moment où on discute des questions techniques, mais c'est un moment où on peut aussi identifier des questions politiques et comment on va euh, les naviguer dans certaines façons, comment on va les gérer pour soutenir le processus de réforme politique. Ça peut être un exercice ponctuel, on le fait une fois et après c'est fini. Ou plutôt, et ça c'est vraiment pour moi quelque chose d'important et quelque chose à retenir, ça peut devenir une façon de réfléchir, une façon de penser qui est continue et interactive. Comme on réfléchit souvent aux questions techniques et c'est un processus de réforme et souvent on construit une réforme sur une autre, la même chose, l'analyse des économies politiques doit être la même chose, quelque chose qui est intégré dans notre façon de réfléchir. Donc les premières 2 étapes dont je vais parler sont des étapes analytiques. La première étape dont je vais parler, c'est vraiment l'analyse et la compréhension du contexte des réformes. Le contexte est entendu de façon vraiment large, donc on peut parler de financement, donc quel est le financement disponible, quel est le contexte financier, par exemple, est-ce que le pays est en croissance ou pas. On peut parler des facteurs politiques. Et là, par exemple, on réfléchit à la situation politique, à ce qu'en anglais on appelle political settlement. Donc, est-ce que on est dans un pays où il y a une alternance entre les partis au pouvoir, ou plutôt on sait qu'il y a toujours le même parti au pouvoir et donc une certaine stabilité. Et donc, comment ça influence le processus de réforme? Ça peut être l'évidence scientifique, les preuves scientifiques, quel est le rôle et l'importance qui est donnée à la evidence dans les pays. Ça peut être quelque chose de très important, les fenêtres des réformes. Est-ce que dans les contextes, il y aura des moments spécifiques dans lesquels il y a plus de possibilités de faire avancer une réforme? Donc voilà, il y en a plusieurs qui sont listés ici et aussi et bien expliqués dans les guides. Pardon, encore la slide d'avance.
Mais le point fondamental ici, c'est de réfléchir sur le fait que ces contextes est susceptible d'influencer le processus des réformes et les résultats. Donc, ça sera important de noter comment ces éléments peuvent affecter l'adoption, la conception et la mise en œuvre des réformes. Est-ce qu'ils peuvent être modifiés ou saisis ou on doit les contourner de façon ou de l'autre? Donc, dans les guides, là c'est la prochaine slide, on donne quelques exemples de comment on peut utiliser des outils pour systématiser ces réflexions. Par exemple, en regardant quels sont les facteurs favorables ou les obstacles à la réussite de la réforme et quel est le calendrier stratégique. Est-ce qu'il y a des ouvertures à niveau politique, par exemple des élections, ou à niveau des bailleurs ou du secteur de la santé, la révision de financement, la révision d'un cycle de financement, ou le lancement de stratégies de financement de la santé. La deuxième étape analytique, c'est la cartographie des parties prenantes. Donc, l'idée ici, c'est d'essayer de comprendre qui sont les parties prenantes, donc les acteurs clés qui sont affectés, qui sont concernés par les processus de réforme. Donc, l'idée, c'est de faire une liste de toutes les parties prenantes. Et là, on vous offre à nouveau un cadre, un outil pour essayer de grouper les différents acteurs. Et après, dans la prochaine slide, le deuxième passage, c'est essayer de les cartographier. Et ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante et la plus importante, d'essayer de comprendre pour chaque acteur ou groupe d'acteurs quel est leur pouvoir et quelle est leur position par rapport à la réforme. On peut utiliser un graphique comme celle que vous voulez ou on peut simplement l'écrire et y réfléchir dans un groupe, par exemple. Donc, est-ce que les acteurs sont favorables à la réforme? Pardon. Est-ce qu'ils sont opposés ou est-ce qu'ils sont neutres? Est-ce qu'ils seront des gagnants ou des perdants? Et pour ceux qui regardent les pouvoirs, quel est le niveau de pouvoir? Quel est leur rôle dans le processus de réforme? Quelles sont les sources des pouvoirs et comment peuvent être mobilisés? Donc, essayez de réfléchir à comment ils vont soutenir ou obstaculer la réforme. Et après, euh, la dernière étape dont je vais parler aujourd'hui, c'est plus une étape analytique, mais c'est vraiment une étape stratégique. Et ça, c'est vraiment important et pour moi, c'est un peu la question centrale de la discussion d'aujourd'hui. Pas seulement d'analyser ce qu'est le contexte et quels sont les acteurs, mais de réfléchir à comment on va utiliser ces contextes et les acteurs d'une façon stratégique pour promouvoir la réforme qu'on veut soit mise en place. Donc, ces stratégies qui dérivent de l'analyse de l'économie politique font référence tant aux acteurs qu'au contexte. Pour ce qui concerne les acteurs, par exemple, si on a des acteurs en faveur, on peut essayer de les mobiliser davantage, créer une alliance, construire des coalitions de support à la réforme, donner de la légitimité aux acteurs qui supportent la réforme. On peut créer un effet de levier, par exemple, en demandant de contribuer à l'évidence scientifique ou au financement. On peut les responsabiliser en lui donnant du contrôle, etc. Il y a des acteurs opposés. Par contre, on peut essayer de les bloquer, par exemple. Utiliser des structures parallèles. S'il y a un comité qui bloque la réforme, on peut essayer d'en constituer un autre pour essayer de faire passer la réforme et de l'approuver. On peut changer le rythme des réformes. Souvent, si on avance très vite dans une réforme, on trouve que certains groupes opposés n'ont pas le temps de s'organiser. Et si les acteurs sont neutres, non impliqués, on peut essayer de les mobiliser davantage. La même chose peut être faite avec les éléments de contexte. On peut réfléchir à comment utiliser et se préparer, par exemple, pour les moments où il y aura des fenêtres de réforme, ou plutôt retarder ou séquencer les réformes si le contexte est trop hostile. Comme Nouria le disait, on peut utiliser le langage, on peut utiliser le discours pour adresser certains facteurs idéologiques et culturels. Vous le voyez, la dernière ligne de la slide, pour essayer d'encadrer les réformes de façon positive et de façon qui génère du support plutôt que de l'opposition. Voilà, et après ma dernière slide, c'est quelques messages clés. On a vu vraiment de façon très, très bref les étapes clés d'une analyse d'économie politique, l'étape analytique et l'étape un peu stratégique. Ça reste, pour moi, je suis vraiment convaincue à partir de l'expérience de beaucoup d'années que l'analyse d'économie politique reste vraiment un outil essentiel parce que ça nous aide à réfléchir sur comment on peut gérer de façon efficace les dynamiques entre les acteurs et donc modifier la faisabilité politique des réformes. Souvent, les réformes sont faisables pour ceux qui regardent le côté technique, mais politiquement, elles sont bloquées d'une façon et de l'autre. Donc, il y a vraiment une relation très proche entre les discussions techniques et les discussions politiques. Par exemple, les discussions techniques
on peut arriver à un certain compromis technique euh, pour des raisons politiques, pour essayer de promouvoir la réforme. Il est aussi important, et ça c'est vraiment mon dernier point, de clarifier et démystifier l'analyse d'économie politique. Souvent, on y pense comme quelque chose de très complexe sur le plan analytique, conceptuel, qui prend beaucoup de temps, qu'il faut que ce soit un chercheur qui fasse. Mais c'est vraiment, et sur ce point, le guide est très utile dans ce sens, c'est une façon de penser, quelque chose qu'on peut faire de façon relativement informelle, avec un petit groupe de gens qui sont intéressés à promouvoir la réforme. Donc, on appelle ça un change team, une équipe de changement, et qui, peut-être déjà, vous, dans vos contextes, vous l'amenez de façon intuitive. Mais si on le fait de façon intentionnelle, de façon en utilisant quelques outils et quelques euh, structures un peu plus systématiser la réflexion, ça peut avoir vraiment beaucoup de succès et ça peut débloquer des réformes très importantes. Donc, je m'arrête ici et je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Maria. C'était passionnant et j'espère que ça a donné un certain cadre pour le reste de l'équipe en ligne. Chris, nous allons maintenant te demander, s'il te plaît, si tu voudrais bien euh, nous parler un peu du Ghana et de ce qui a été fait ou pas et de l'importance de l'économie politique dans ces réformes du financement de la santé. OK. Voilà, OK. Merci beaucoup. Et bonjour à tous. Donc, moi, je vais donc aborder un peu l'économie politique de la conception, la mise en place de la KNAM du Ghana, ce qu'on appelle le NHIS. On peut, mais, donc, en commençant par le contexte socio-économique. Vous voyez, brièvement, euh, à nous, là-bas, il y a, en ce qui concerne les PIB par habitant et les dépenses vraiment donc, ça veut dire le pourcentage du PIB dépensé sur la santé. Le pays est presque au niveau du moyen des pays pairs, c'est-à-dire les pays revenus intermédiaires, tranche inférieure. Euh, Quand on voit les indicateurs de la santé juste en bas, l'indicateur de l'espérance de vie, taux de mortalité infantile et taux de mortalité maternelle, vous voyez que les performances n'est pas aussi bon. En tout cas, on n'atteint pas les moyens du pays père. OK? Mais si on voit en bas, quand même, il y a des graphiques, les deux graphiques en bas, tout en bas, vous voyez quand même des tendances plus intéressantes, plus favorables, je dirais. À gauche, le financement des soins de santé du pays. Vous voyez qu'au fil des années, les fonds publics augmentent au détriment du fonds privé et les sources externes, ce qui est une bonne tendance, ok? Surtout au détriment des sources externes. Euh, à droite, les paiements directs des usagers, on voit aussi une légère tendance quand même euh, vers la baisse au fil des années. Euh, Ça aussi, quand même, très bonne tendance en termes de résultats cherchés pour le CSU. Ici, il y a des chiffres plus détaillés, mais je ne vais pas tout présenter. Je vais juste attirer l'attention sur quelques points. D'abord, la loi sur le CSU a été votée en 2003. La couverture de la population par le CNAM en 2021, autour de 55%. Euh, mais aussi, si on voit les dépenses générales de santé du gouvernement, pourcentage du PIB 2019, je pense que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième colonne, sixième, pardon, ligne, sixième ligne. Euh, ouais, c'est 1,5, 1,4%, qui est beaucoup moins que ce qui est préconisé pour les pays qui sont on voit non, en tout cas, que chaque avoir atteindre le CSU, euh, qui est autour de 5% au moins. Euh, mais là, on est vraiment très bas. Surtout si on voit l'indice de CSU tout en bas. L'indice de CSU, euh, on voit que le Ghana atteint un indice de 48 par rapport
le pays perd 458. Donc bien inférieur à ce qui est attendu. Maintenant, les enjeux de la gouvernance et l'économie politique. Donc, je vais juste brièvement décrire le contexte politique du régime du Lakinam en utilisant les choix, les arbitrages autour des choix politiques et économiques du régime, surtout autour des deux caractéristiques principales de la CSU, c'est-à-dire le choix des paquets de bénéfices et les choix des sources de financement. Donc, pour les choix des paquets de bénéfices, hein, d'abord, le contexte politique du régime. Euh, Dans les années 80 et 90, le Ghana pratiquait l'initiative de Bamako, et donc avec des charges de tarification lourdes sur les pauvres. Et les populations ont réagi par la mise en place des mutuelles de santé, qui, on fait vraiment un boom dans les années 90, fin 90, au début 2000. Euh, et donc, c'était un contexte favorisant pour l'opposition politique, qui a promis, dans les campagnes électorales de 2000, de supprimer carrément les tarifs, c'est-à-dire supprimer les tarifs et non pas d'Institut d'assurance sociale. Je veux juste souligner ça. Supprimer les tarifs s'ils arrivent au pouvoir. Donc, cette promesse a été reconnue comme étant vraiment décisive dans la victoire de cette opposition, sa prise de pouvoir, 2001. Mais les efforts pour supprimer les tarifs, les premiers efforts en tout cas, ont échoué parce qu'ils voulaient juste supprimer carrément. Mais ce qui j'avais à faire face donc à une position très forte des professionnels et des technocrates de la santé. Et les autres parties, et d'autres parties prenantes du secteur, par exemple les sociétés civiles, les bailleurs de fonds, euh, ont ont, tous opposé à cette réforme. Principalement dû à l'expérience de la gratuité dans les années 80, euh, les années 70 et 80. Il y a une convergence donc d'opinions parmi tous ces parties prenantes sur une approche focalisée sur la mise en place des mutuelles de santé à grande échelle, avec l'appui de l'État. Euh, Même le comité technique qui a été mis en place par le ministère, pour piloter les réformes s'opposait aussi à la suppression directe au tout court des tarifs. Mais les ministres étaient vraiment têtus, alors, et qui voulaient vraiment à tout prix supprimer les tarifs. Et donc, il n'a pas pu, donc, n'a pas pu avancer cette réforme. Elle a été donc limogée par le président pour permettre à une approche plus consensuelle. Et le nouveau ministre, qui était vraiment plus diplomatique, a, disons, décidé de mener une réforme focalisée sur donc, les mutuelles de santé à grande échelle, comme demandé par les opposants de la réforme. Euh, et comme les prochaines élections s'approchaient, ils ont donc euh, ils ont euh, élaboré un projet de loi suivi de consultations avec les parties prenantes, une discussion au Parlement. Euh, et finalement, la loi a été votée en 2003, fin 2003, juste un an avant les élections, sur un certificat d'urgence. Voilà. Maintenant, c'est quoi le contenu de cette loi? Il y avait le paquet de bénéfices était focalisé sur les soins curatifs avec 100% de prise en charge, c'est-à-dire pas du copaiement ni du ticket modérateur. Ça, c'est important parce que ces deux éléments donc, ont permis au gouvernement de dire, donc, on a supprimé les tarifs, beaucoup, même si c'était à travers un mécanisme qui n'était pas vraiment le sujet de la campagne électorale, c'est-à-dire les mutuelles de santé, en tout cas, mutuelles de district, dans ce cas. Non, donc, ça leur a permis de dire qu'ils ont supprimé les tarifs. Donc, si on regarde donc, la conception
le CNAM du Ghana, et les gens disent toujours, il n'y a pas du tout de ticket modérateur, pas de copaiement. Vraiment, c'est trop généreux et tout. Tout ça, à l'origine, c'est ça. C'est le fait que le promesse électorale était de supprimer les tarifs tout court. Ce n'était pas vraiment de demander à la population de payer une partie du tout. Et ça, c'est devenu vraiment très sensible. Donc, depuis 2003, aucun gouvernement n'a pu toucher à cet aspect à cause de cette sensibilité. OK. Le deuxième aspect de la conception, c'est quoi? C'est les choix des sources de financement. Maintenant, pour les sources de financement, euh, il y avait aussi un autre contexte délicat. Le, euh, le- Ils ont quand même de très bonnes choses. C'était que le gouvernement a reconnu qu'il fallait un choix spécifique du source de financement et ne pas dépendre juste du budget du ministère. Parce que le budget du ministère n'était pas déjà intéressant. Et donc, un choix d'identifier un choix, une source spécifique pour le KNAM était vraiment une très une bonne idée venant du gouvernement au plus haut niveau. Mais en même temps qu'ils discutaient de cette réforme, il y avait cette discussion, le FMI demandait l'augmentation de la TVA par 2,5%. Vraiment, c'était même une demande qui remontait de l'ancien gouvernement. Et ce qui est paradoxe, c'est que quand l'ancien gouvernement a proposé d'augmenter les TVA par 2,5%, il y avait des manifestations, euh, disons, menées surtout par l'opposition qui était maintenant au pouvoir. Non, quand ils étaient dans l'opposition, ils ont mené cette manifestation contre la majoration de la TVA. Donc, face à la même demande des FMI, ils avaient vraiment une difficulté. Mais c'est l'astuce vraiment intelligente de leur part, c'est-à-dire, bon, OK, maintenant, on peut accepter d'augmenter le TVA, mais en affectant tout ça à la suppression des tarifs. Comme c'était une promesse électorale, ça, il n'y avait pas d'opposition à ce qu'on utilise cet argent-là pour tenir à notre promesse électorale. Et c'était vraiment, comme j'ai dit, c'était vraiment intelligent. Il y avait aucune opposition à cela et ils ont pu le faire. Mais maintenant, cela a amené à un problème que les gens ont constaté toujours le CNAM du Ghana, c'est-à-dire il y a un problème structurel, l'inadéquation entre le paquet de bénéfices très, très généreux, hein, pas de contrôle du tout au niveau du coût, et les sources de financement qui fixent. Donc, TVA, le plupart des revenus du CNAM du Ghana provient surtout de la TVA. C'est les ressources principales. Les autres ne sont pas aussi importantes. Il y a d'autres choses, mais pas aussi importantes. Voilà. Donc, il y a une adéquation entre les deux. Parce que les processus de définition euh, ces aspects, c'était dans des processus politiques différents en réponse à des pressions différentes. OK? Ça veut dire les 2,5% de la TVA, on n'est pas arrivé à cela par un calcul de ce qui était nécessaire, les ressources nécessaires à mobiliser pour le financement de la FNAM. C'était juste pour, disons, répondre à une demande du FMI. Il y a d'autres choses, comme j'ai dit, mais pas aussi importantes que la TVA jusqu'ici. Donc, il y a cette inadéquation qui existe jusqu'ici, qui pose problème. C'est parfait. OK. Merci infiniment. C'était aussi absolument fascinant. Merci d'avoir partagé ces exemples. Parfait. Je vais maintenant te demander, s'il vous plaît, de bien vouloir nous parler un peu du Rwanda, de ce qui a pu marcher ou pas marcher et les raisons de l'économie, les raisons basées dans l'économie politique du pays qui peuvent expliquer le succès ou pas de ces réformes. Merci beaucoup, Nouria. Encore une fois, bon après-midi à tous. Comme Nouria l'a bien dit, je veux juste vous partager l'expérience du Rwanda. Donc, en termes d'application de l'économie, analyse de l'économie politique dans le réforme du financement de la santé. Le Rwanda a eu beaucoup de réformes dans le passé.
fait plus de 30 ans, mais il y a des grandes réformes qui sont connues, je vais dire au niveau global, que ce soit l'introduction de l'assurance maladie à base communautaire, la mutuelle de santé, que ce soit les réformes en termes de mobilisation de ressources au niveau du secteur santé, que ce soit des réformes au niveau du financement basé sur la performance. Mais dans ce cas, je vais juste vous partager deux expériences en me basant beaucoup plus sur deux réformes continues. Je veux dire, en termes de continuité de ce qui a été fait, surtout au niveau de la mutuelle de santé et d'autres réformes qui sont passées. Mais avant d'abord d'entrer dans le détail de ce partage d'exemples, c'est un cas beaucoup plus pratique. Je vous montre juste, on vous montre cette diapo en termes des indicateurs socio-économiques, la démographie. Euh, je ne veux pas trop m'attarder sur ça, je veux juste montrer à travers cette diapo qu'il y a eu des avancements vraiment beaucoup plus notables, que ce soit l'augmentation de l'espérance de vie en fonction des investissements qui ont été faits dans le secteur santé. Il y a aussi l'apport de l'État avec cette commitment qui a été vraiment démontré à travers ces 30 années avec l'augmentation de la part de l'État dans le budget de la santé et aussi la réduction, une forte réduction des indicateurs de mortalité materno-infantile. Maintenant, en termes de réforme dans le financement de la santé, comme je l'ai bien dit, il y a deux exemples que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est surtout sur l'assurance maladie à base communautaire ou bien à caractère communautaire, la mutuelle de santé connue comme CBHI. Donc, il y a eu des réformes qui ont été faites pour pouvoir améliorer l'accès au niveau des services de santé et aussi renforcer la protection financière. Mais se basant de tout cela, il y avait le contexte aussi du pays. Comme vous le savez, le Rwanda a eu un des grands, une tragédie en 1994 avec le génocide commis contre le Tutsi. L'État, il y a eu le moment de pouvoir reconstruire le pays en commençant par sur rien du tout et il y a eu évolution. Mais ce qui est vraiment pertinent pour le cas du Rwanda en termes de contexte politique, ce sont des choix que le pays a fait. Le choix fait à travers notre histoire, le pays a fait des choix stratégiques. Premièrement, le choix d'être toujours en train de promouvoir l'unité. Comme un seul peuple en avant et en regardant vers avoir une même vision de l'avenir avec un développement beaucoup plus inclusif et tout le monde devait marcher ensemble. Aussi, un autre choix, c'était d'être redevables les uns les autres. Si on devait bâtir un pays, je devais être un cadre de redevabilité en termes de ce qui doit être fait et ce qui a été sur lequel les gens sont mis d'accord et pour la mise en œuvre aussi. Et aussi, l'autre choix, c'est le choix de pouvoir voir vers l'avenir en essayant de voir grand, comme on dit en anglais, think big. Maintenant, avec le contexte, ce qui a fait que pendant tout cela, on a eu, je veux dire, tous ces changements avec un leadership très fort et cohérent, avec une vision très, très claire à long terme. Pour le moment, il y a une vision de 25 ans d'avoir un pays à haut revenu, avec un engagement qui était vraiment soutenu pendant tout le temps d'une manière consistante. Il y a l'environnement politique qui est stable, la confiance de la population dans le leadership du pays, parce qu'il y a le slogan en disant que ce qui a été promis doit être fait, et c'est le cas au Rwanda. Il y a aussi forte coordination entre le secteur et aussi
une ouverture beaucoup plus sur les réformes basées sur les données probantes. Et ces réformes qu'on a pu, en termes d'exemple, on a pu essayer de mettre ensemble, il y avait deux réformes, comme je l'ai dit, l'introduction de nouvelles sources de la mutuelle de santé, parce qu'on voyait que la mutuelle de santé, il y avait beaucoup de demandes et les fonds étaient presque en diminution en fonction de l'augmentation de dépenses et aussi la définition ou bien la revue des prestations médicales qui étaient couvertes par la mutuelle. Et ces réformes sont venues un peu après, parce qu'il y avait des fenêtres, je veux dire des fenêtres d'opportunité ou bien political windows. Je veux dire, il y avait d'abord, premièrement, une recommandation à haut niveau des autorités du pays à haut niveau en 2019 qui avait donné des directives très claires au ministère de la Santé et des Finances de pouvoir développer un plan de durabilité de la mutuelle de santé. Et puis, la période de Covid aussi, qui fait qu'on avait en termes de demande, je veux dire, il y avait une forte demande de ressources ou bien de mobilisation de ressources dans le secteur santé. Et aussi, en même temps, il y avait une autre opportunité, l'adoption et mise en œuvre d'un projet avec la Banque mondiale, qui était focalisé beaucoup plus sur l'amélioration du capital humain pour une croissance inclusive, Development Policy Operation. Et ces deux réformes qui ont été menées, donc c'est-à-dire à travers les deux fenêtres, l'équipe a été mise en place, l'équipe, je veux dire l'équipe de réforme, ou bien le change team, comme Maria l'a bien expliqué. L'équipe était beaucoup plus multidisciplinaire, mais avec le ministère de la Santé et le ministère des Finances qui prenait le devant et avec d'autres intervenants, que ce soit le parti, les autres parties prenantes, que ce soit d'autres ministères, et aussi les partenaires techniques et financiers, et aussi les acteurs de la société civile. Et en termes de résultats, pour les deux réformes, on a pu, je veux dire, l'équipe a pu décrocher à travers ces opportunités et deux grands résultats. Il y avait un arrêté du Premier ministre qui a été mis en place pour pouvoir mettre en place encore d'autres formes de financement innovants pour la mutuelle de santé en augmentant les cotisations, que ce soit la contribution des agents de télécommunications, que ce soit des pénalités, trafic routier, que ce soit d'autres. Il y avait toute une série d'autres sources de financement qui devaient être allouées à la mutuelle de santé. Et aussi, il y a eu une instruction ministérielle qui a été mise en place, déterminant la méthodologie de définir les prestations médicales qui devaient être couvertes par la mutuelle en utilisant une approche beaucoup plus scientifique, ou bien, je veux dire, en termes des données probantes, et aussi en utilisant d'autres aspects pour pouvoir voir comment déterminer encore ce paquet ou ce panier de services qui devait être couvert par la mutuelle. Et bien sûr, il y a eu des obstacles. Comme toute réforme, il y a des obstacles. Premièrement, quand la réforme a été mise en place, quand il y avait des consultations à travers ce processus de mettre en place, en déterminer la cartographie de toutes les parties prenantes, il y a eu quand même des obstacles. Je veux dire, il y a une réticence de quelques parties prenantes. Par exemple, la contribution de banque, il y avait une proposition de pouvoir contribuer 5% de leurs revenus, de leurs profits à la mutuelle, mais il y a eu quand même cette réticence. Il y a aussi un peu une réticence au niveau des importateurs, je veux dire, les importateurs de carburant, et aussi en passant par l'agence de régulation des utilités communes dans le pays. Ces obstacles ont été relevés à travers les consultations ou bien les procédures consultatifs qu'on a pu y mettre ensemble. Et tous les parties prenantes, inclus dans le Changing Team, ils ont essayé d'identifier, mettre en place des stratégies pour pouvoir surmonter ces obstacles. Et à travers ça, on a pu
avoir comme stratégie. Il y a le ministère des Finances qui a vraiment été vraiment très clé en engageant une conversation, un dialogue beaucoup plus euh, basé sur de preuves ou bien de données probantes avec la banque centrale ou bien la banque nationale pour pouvoir négocier les banques. Jusque-là, c'est pas encore bien, ça n'a pas encore abouti, mais on est espérant que ça va aboutir très bientôt. Mais pendant la première révision, pendant le premier arrêté, ça n'apparaît pas, la contribution de banque n'apparaît pas. Mais pour ce taxe additionnelle sur le carburant de 20 ce taxe additionnelle pour le carburant, quand même le ministère des Finances à travers le département macroéconomique, ils ont pu convaincre l'agence de régulation et aussi convaincre l'association de, des importateurs de carburant pour pouvoir essayer d'augmenter de pouvoir avoir euh, ces taxes, à appliquer ces taxes additionnelles, en montrant vraiment l'impact positif qui était vraiment très faible et insignifiant quand on considère, quand on considère les indices de prix à la consommation et aussi des et sur la Consumer Price Index. Euh, et à travers ces deux stratégies, même si on n'a pas pu avoir tout ce qui était euh, ciblé, même si cette contribution de la banque, de la partie prenante de la banque n'a pas été aboutie, mais espérant bientôt, euh, parce qu'avec les négociations qui sont déjà en place, encore ça a été réactivé par après pour pouvoir aller vers l'avant. Donc, de l'autre côté là, un peu en haut, vous allez voir tous les parties prenantes, que ce soit la partie gouvernementale, le PTF, les associations de patients, euh, les universités, que ce soit les institutions académiques et aussi les prestataires privés. Donc, la dernière diapo, c'est surtout sur les références pour pouvoir avoir beaucoup plus d'idées sur ce qui a été fait. Ce sont des références. Et merci beaucoup pour cette conversation. Pour espérer avoir de vos questions. Merci beaucoup. Merci infiniment, parfait. C'était passionnant et un contexte si différent, n'est-ce pas, de celui du Ghana et sans doute de beaucoup des pays que nous avons en ligne aujourd'hui. Mais je vais commencer par me tourner vers nos présentateurs Chris, Maria et Parfait, si vous voulez mettre merci, si vous voulez mettre votre caméra en route, je reviens vers vous. Chris, je voulais commencer par vous. Vous nous avez parlé du fait que le ministère pouvait être têtu, qu'il y avait des tensions, mais qu'on avait trouvé des solutions. Est-ce que vous pourriez nous parler de quelque chose qui n'a pas fonctionné? Et en particulier, j'ai en tête cette réforme du système de paiement des prestataires, la réforme de la capitation. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu en quoi l'économie politique a fait qu'il n'y a pas eu en fait un succès pour une réforme qui techniquement était tout à fait pertinente? Euh, Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je Oui. pense, hein. OK. Donc, oui, bon, il y avait un autre gouvernement en 2012 qui essayait une autre réforme, une réforme dont euh, disons, euh, les dirigeants de la CNAM n'étaient pas aussi intelligents que ceux de l'autre gouvernement, l'ancien gouvernement, ceux qui ont mis en place la, euh, la CNAM. Comme je l'ai dit, en ce qui concerne la conception, ils ont quand même trouvé des astuces politiques pour répondre à des pressions différentes, en quand même essayant de répondre aussi aux demande de la population, ne pas avoir des problèmes au niveau disons, d'une opposition de la part des populations. Mais pour ce qui concerne les captations, c'est peu après la mise en place de la CNAM, le gouvernement a perdu le pouvoir. Ce gouvernement a perdu le pouvoir pour d'autres raisons.
Et un nouveau gouvernement a essayé, en voyant que le paiement, la méthode de paiement au début, la tarification à l'acte, menait à une escalade de coûts. Chaque année, il y avait une escalade de coûts. Donc, ils ont essayé euh, de, de, euh, de mettre en place des réformes pour répondre à cette escalade de coûts. Les premières réformes étaient de, essayer de mettre en place des groupes homogènes de maladies euh, en 2008. Un groupe homogène de maladies qui est mis en place n'a pas vraiment bien marché. Il y a une étude qui a montré, un PTF qui a montré que euh, l'escalade continuait. Euh, et il y avait même, il y a une citation que je peux même lire. Il disait dans ce rapport qu'il n'y a plus de palud simple au Ghana. Tous les cas sont devenus compliqués. C'est-à-dire, après la mise en place du groupe homogène de maladies, les prestataires tous commençaient à facturer pour les palus compliqués, même quand ils soignent pour les palus simples. Donc, après cette expérience, il y avait une autre tentative de mettre donc euh, piloter un projet de capitation. Capitation étant, disons, accepté comme le moyen le plus efficace de payer, surtout pour les soins de santé primaire. Donc, mais dès le début, ils ont pris une décision politique qui n'a pas vraiment favorisé le, le succès de cette réforme. C'était quoi? Ils ont décidé de piloter ça dans les régions reconnues comme la base historique de l'opposition. Maintenant, la base historique de l'opposition, Ashanti, si vous connaissez le Ghana, c'est une région très sensible d'ailleurs. Euh, et ils ont aggravé la situation en focalisant sur le contrôle du coût et de fraude. Donc, les gens de Ashanti se sont dit, bon, donc ça veut dire que nous sommes des régions qui sont, disons, qui a été identifiée comme une région où il y a plus de fraude. Et cela a mené à une forte opposition, surtout des médecins, d'abord de la région, qui allaient PEG, n'est-ce pas, en termes de ressources. C'était vrai qu'ils pratiquaient la fraude plus souvent que d'autres. Euh, mais aussi les chefs traditionnels, surtout les chefs traditionnels de cette région. Ils ont allié aux médecins. Et puis aussi les partis d'opposition euh, au temple. Et pire, les patients. Bon, les médecins disaient aux patients, voilà, le NHIS m'a donné à peu près un CD. Un CD, c'est vraiment c'est très modique au Ghana pour vous soigner. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire, qu'est-ce que je peux faire avec un CD qui fait fâcher donc fait fâcher les patients? Euh, donc, quand même un message malhonnête, mais qui a fait que les patients n'étaient pas du tout aussi en faveur de cette réforme. Sinon, cette réforme a connu vraiment beaucoup de difficultés, mais paradoxalement, en réalité, les études montrent aujourd'hui que le projet avait produit même des bons résultats au niveau technique, c'est-à-dire les résultats attendus, les résultats techniques attendus étaient atteints, c'est-à-dire le contrôle des coûts et même les revenus, de stabilité des revenus des prestataires, le plus paradoxe du tout. Et c'est au point où les prestataires de cette région ont changé de vie, n'étaient plus opposés à la réforme. Parce que dans le reste du pays, les NHIS ne payaient pas les factures à temps. Il a accusé des arriérés plus de 6 mois de paiement. Par contre, avec les captations, les prestataires de ces régions, ils ont euh, obtenu leurs revenus en avance. Donc, c'était beaucoup plus mieux que l'alternative. Mais, vous voyez, même avec cela, rien n'a changé dans le terrain parce que les chefs traditionnels d'opposition, des partis d'opposition et d'autres partis prenants étaient toujours opposés à cette réforme. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu, même avec un changement de gouvernement,
dans le temps, on n'a pas pu faire cette réforme. Ça reste. Peut-être aujourd'hui, maintenant, avec un autre gouvernement qui vient de voir le jour, on peut s'attaquer à ce problème. Et je pense que euh, les, euh, les indicateurs, les indications sont peut-être plus favorables à ce moment, mais ça reste quand même que les réformes, parce qu'ils n'ont pas pris en compte le contexte politique à mettre en place cette réforme, on a figé une réforme dans le système de paiement des prestataires depuis 2012 jusqu'ici. Donc, une bonne leçon pour d'autres qui veulent vraiment mener des réformes, de vraiment bien étudier le contexte euh, politique, surtout, et de ne pas faire des erreurs comme on l'a vu. C'est bon? Merci beaucoup, Chris. C'est une excellente illustration de cette interaction entre une très bonne réforme technique, mais des difficultés au niveau politique, au niveau du contexte. Et merci beaucoup pour cet exemple. Parfait, je me tourne vers vous. Euh, on a beaucoup de questions dans le Q&A liées à comment s'aligner avec les priorités comment aligner les priorités des partenaires techniques et financiers et ceux du gouvernement. Et je voulais vous demander alors si vous pouviez nous dire un peu plus sur comment l'économie politique spécifique du Rwanda a facilité cette coordination entre les PTF et le gouvernement. En termes de l'application de l'économie politique pour pouvoir faciliter la coordination des partenaires autour d'un agenda national, donc il y a l'aspect, comme je l'ai bien dit, il y a une vision très claire avec des priorités nationales du pays qui ont été mises en place et qui a fait que toutes les politiques, les stratégies puissent s'aligner avec la vision et, et aussi des cadres de redevabilité clairs qui ont été mis en place. Mais cela devait être couplé avec d'autres aspects vraiment très importants, inclut la division du travail, la prioritisation, l'équité et aussi euh, les résultats. Ça a été vraiment, vraiment très clé pour pouvoir aligner tout le monde parce qu'il y a une vision, il y a des plans stratégiques ou bien des politiques bien claires, des cadres d'activité bien clairs, une division du travail, la prioritisation, tous ces aspects étaient en place. Aussi, il y a aussi il y a aussi une collaboration institutionnelle qui a été mise en place en déterminant le rôle, les responsabilités de tout intervenant, je veux dire du côté de la partie gouvernementale, en termes de gestion, de mise en œuvre de programmes, en séparant les fonctions de décision politique, régulation qui devaient être restées au niveau du ministère, et aussi des fonctions de mise en œuvre qui devaient être réservées aux agences et d'autres structures décentralisées. Et, et ce cadre de collaboration institutionnelle devait aussi favoriser le dialogue politique quand le partenaire veut s'aligner donc à chaque niveau, ou bien dépendamment de la porte d'entrée du partenaire, ou bien de la porte d'entrée dans le dialogue politique. Un autre aspect était sur le renforcement des capacités institutionnelles en dotant des techniciens des compétences beaucoup plus appropriées, dépendamment de comment gérer l'aide extérieure, comment le cadre de l'alignement et aussi avoir ces quelques capacités en termes d'engager un dialogue politique beaucoup plus cohérent quand il devait donc, là, je veux dire, le technicien de la partie gouvernementale devait engager les partenaires et aussi défendre les priorités nationales pour pouvoir bien s'aligner. Un autre aspect, c'était beaucoup plus euh, l'aspect de pouvoir évaluer cette ouverture d'esprit de pouvoir évaluer et traiter d'une manière très systématique
des inefficacités systémiques et programmatiques en utilisant une approche beaucoup plus pragmatique et fondée sur des données probantes. Quand on devait donc, la partie Rwanda devait encore engager le PTL. Et tous ces aspects mis en place devaient donc équiper une partie, donc il y a en termes euh, de pouvoir avoir une bonne cohérence, un bon alignement euh, et aussi engager l'autre partie de partenaires ou des donateurs quand ils devaient donc devaient, entrer en négociation dans un partenariat qui devait être beaucoup plus gagnant-gagnant et aussi éviter qu'il y ait des doublons ou bien des chevauchements d'activités à chaque niveau. Et c'est-à-dire que donc l'appareil était beaucoup plus préparé, l'appareil gouvernemental était bien préparé en termes de capacité, en termes d'arrangement institutionnel et aussi en termes d'alignement de vision des politiques et des stratégies. Euh, Merci beaucoup. Merci beaucoup, parfait. C'était très intéressant et j'espère que ça aidera, entre autres, ceux qui ont posé des questions par rapport à l'alignement avec les partenaires techniques et financiers. Maria, je me retourne vers vous maintenant. Vous avez entendu le cas du Ghana, vous avez entendu le cas du Rwanda, qui sont des contextes extrêmement différents. Est-ce que vous avez des réflexions à apporter à la lumière de ces deux exemples par rapport au guide que vous avez développé, que vous avez présenté? Oui, merci Nouria. En fait, il y a bien sûr beaucoup de réflexions, comme tu le dis, les deux contextes sont très différents et on pourrait réfléchir et on voit les questions qui tombent dans la chat. Il y a vraiment beaucoup de points de réflexion et des discussions qu'il pourrait y avoir. Mais juste pour mettre l'exergue sur un point, ce qui me frappe et qui m'intéresse, c'est de voir comme les équipes de changement, les équipes en charge des réformes dans les deux pays, ils ont vraiment de façon peut-être intuitive ou peut-être explicite, intentionnelle, utiliser toutes les stratégies qu'on a mentionnées en fait. Souvent, on parle des questions techniques. Par exemple, Chris nous disait comment on trouve les ressources pour financer cette assurance santé. Et donc, et sont des questions vraiment techniques. Et donc, il y a plein de questions techniques qui tombent dans la chat et aussi au Rwanda. Est-ce que la mutuelle, est-ce que volontaire ou pas, ou etc., etc. Mais au-delà des questions techniques, ce qui est intéressant, c'est de voir, au moins pour moi, et je pense que c'est très important d'y réfléchir, c'est de voir comment tout ça, toutes ces questions techniques sont aussi influencées par l'économie politique, que ce soit le contexte. Donc, par exemple, au Ghana, Chris nous a rappelé comme, selon les différents cycles électoraux, on a des différentes ouvertures ou fermetures. Justement, il disait peut-être la capitation, maintenant ça va marcher parce qu'on a un nouveau gouvernement. Donc, comme des questions politiques qui vont bien au-delà des questions techniques de santé, peuvent ouvrir ou fermer des fenêtres d'opportunité pour des réformes. De la même façon, la TVA était clairement un compromis. Et ça, c'est une autre stratégie d'économie politique qu'on peut utiliser parce que il y avait peut-être d'autres options, mais ça, c'est l'option qui était un win-win, donc quelque chose de gagnant qui a permis de aller au-delà de l'opposition et trouver donc des solutions. Même chose pour les choses qui ont moins bien marché parce qu'il y a eu des erreurs, soit dans le choix de contexte, soit dans le mauvais choix de message, par exemple, de framing de la réforme. Pour le Rwanda, on avoue comme l'utilisation de l'évidence, des résultats probants, ça a été quelque chose de très mis à l'exergue parce que c'est dans un contexte où ça, c'est vraiment important. Dans d'autres contextes, peut-être ça a moins d'importance. Mais là, l'équipe en charge du changement a décidé de se focaliser vraiment sur ça. De la même façon, c'était très intéressant pour moi d'observer comme le ministère de la Santé a mobilisé le ministère des Finances en se disant, voilà, si on les mobilise, on lui donne une tâche précise, trouver l'argent, ils seront de notre côté. Ils vont faire ils ne vont pas nous opposer, mais ils vont trouver des solutions pour ça. Donc pour moi, ça, c'est vraiment tous des exemples qui émergent de leur présentation de comment on peut utiliser l'analyse d'économie politique de façon pratique pour faire avancer la réforme. Et une question, peut-être pas pour aujourd'hui, mais ça serait de voir à quel point les équipes en charge du changement, donc au Rwanda et au Ghana, étaient en fait, le faisaient de façon explicite, intentionnelle, ou bien c'était vraiment quelque chose qui intuitivement ils ont fait parce qu'ils voyaient que ça allait résoudre certains problèmes qu'ils avaient de jour en jour pour faire avancer les réformes. Mais en général, je pense que ça, encore une fois, c'est mon message, c'est de dire, c'est des réflexions qu'il faut faire, c'est des compromis parfois qu'il faut faire dans les techniques, et c'est des choses,
réflexions qui vont devoir aller main à main au pair de questions techniques. Merci beaucoup, Maria. Et je testifie, je ne sais pas si ça se dit, je témoigne, pardon, de l'importance que les données probantes avaient au Rwanda. À l'époque, justement, où parfait vous étiez DG, je me souviens de devoir venir vous présenter des données moi-même pour que vous puissiez ou pas prendre des décisions. C'était effectivement très important. Maintenant, je vais me tourner vers la salle. Merci à ceux qui ont posé des questions. Merci à ceux qui ont levé la main. On va commencer par les personnes qui ont levé la main. Donc, on va vous donner la parole l'un après l'autre. Je vais vous appeler. Je vais commencer par Samuel, puis Laurence, puis Tomongo. Et donc, je vais vous demander de poser la question et de dire à qui la question est adressée. Par la suite, je me tournerai vers Bruno pour que Bruno, tu puisses un peu nous dire quelles sont les questions qui sont sorties dans le Q&A. Samuel, c'est à vous. Merci bien, merci à tous. Merci aux présentateurs, aux différents présentateurs pour la qualité de ces présentations. Je suis docteur Samuel Oubrou, je travaille au bureau OMS du Bénin en tant que Health Planning Officer. Alors, ma question s'adressera plutôt à docteur Chris. Je lui demanderai, de par son expérience, j'ai envie de dire très récente, je pense qu'il saura de quoi je parle. Est-ce qu'il ne serait pas d'avis que l'économie ou les leviers de l'économie politique pourraient être peut-être facilités au niveau des pays, dans un premier temps, avec un regroupement ou une fusion entre les ministères en charge de la santé et des affaires sociales? Samuel, merci. Donc, il y a souvent des tensions entre ces deux ministères et comment s'assurer qu'elles puissent travailler ensemble. Chris, allez, vous pouvez répondre. Oui, c'est une question qui revient tout le temps dans les pays. Je sais que, bon, j'ai même étudié le cas du l'Inde, parce que l'Inde avait les mêmes problèmes entre c'est-à-dire les ministères en charge de la santé qui étaient, disons, les ministères qui, disons, élaboraient les politiques de la santé du pays, mais il y avait le ministère des Affaires sociales qui aussi mettre en place mutuelle, c'est-à-dire un système d'assurance santé pour un État en Inde. Euh, non, pour passer à l'échelle nationale, il fallait trouver une solution pour ne pas avoir cette tension entre les deux ministères. Et finalement, donc, je pense que le cas de l'Inde est vraiment édifiant. Si les gens veulent l'étudier, ils ont dû donc accepter de transférer la fonction du financement des soins de santé au ministère de la Santé pour qu'il n'y ait pas euh, disons, non-cohérences dans les mises en place du système. Euh, dans d'autres pays, comme vous dites, Ubro, euh, il y a juste une fusion carrément entre les deux ministères. Donc, ça aussi amène à éliminer les questions d'économie politique qui peut arriver. Euh, donc, il y a le cas du Togo aussi, du Togo où bon, il y a les ministères, il y avait, je pense, le ministère de l'Affaires sociales, de l'emploi qui est né aussi des systèmes d'assurance pour le secteur formel. Et je pense avec le passage au, à CSU niveau national, ils ont mis un ministre chargé de la CSU dans le ministère de la Santé pour gérer la CSU pour tous les pays. Je pense qu'ils ont trouvé un moyen quand même régler cette question là-bas. Donc, oui, je suis d'accord avec vous, M. Brou, Dr. Brou, que euh, les solutions dans ce cas sera d'avoir vraiment une certaine, soit une cohérence en tout cas, euh, entre les deux ministères. Soit non, fusionner, c'est même la meilleure solution. Mais sinon, d'avoir quand même une entente entre les deux sur qui fait quoi, quelles sont les responsabilités de chacun du ministère. Et donc, avoir des rencontres régulières autour de ces questions qui concernent la question de la CSU pour qu'il n'y ait pas de dérapage, quoi, et des mésententes. Oui. Merci beaucoup, Chris. Je vais me tourner vers toi, Bruno, du coup.
Je sais que tu as suivi de façon attentive toutes les questions qui ont été posées dans le Q&A. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous en faire un petit résumé et nous dire vers qui nous devrions nous tourner pour la réponse? Alors, je voulais peut-être en revenir sur deux, trois choses. D'abord, pour compléter la question qui est venue de Samuel sur la fusion du ministère de la Santé et des Affaires sociales, c'est le modèle que nous avons en Belgique et c'est aussi le modèle que la RDC vient de prendre récemment, sous la nouvelle législature, je pense. Donc, on a le docteur Polycarpe et le docteur Trésor avec nous qui sont très hauts au niveau du ministère de la Santé. Je ne sais pas s'ils veulent réfléchir sur les premières leçons de la RDC, sur les bénéfices ou les désavantages de fusionner ces deux ministères. Mais moi, je pense que c'est une question très pertinente parce qu'on voit que c'est un enjeu de blocage dans de nombreux pays, des tensions inutiles au sein du gouvernement. Alors, Nouria, plusieurs choses qui sont revenues et j'aimerais bien les regrouper. Que ce soit dans le chat ou le Q&A, on a plusieurs questions sur comment, comment gérer le clivage rural et urbain, en reconnaissant que les sociétés africaines sont mixtes aujourd'hui, avec des zones rurales qui sont souvent beaucoup plus défavorisées que les zones urbaines. Comment gérer les enjeux de political économie relatifs à ça? Relié à ça, ça rejoint peut-être un peu l'exemple de Chris, c'est de dire comment on gère les dissensions possibles entre les régions, donc les territoires qui seraient nécessairement homogènes économiquement ou ethniquement. Donc, comment gérer ces, ce- ce- ces enjeux-là en économie politique. Et alors, une question qui était un peu liée aussi, c'est les soins de santé primaires, ben, ça va être les ressources plutôt vers la première ligne. Or, on sait que dans beaucoup de pays, les ressources vont vers les hôpitaux et l'expert disait, même au niveau des hôpitaux, on a un problème de financement du plateau technique. Mais en fin de compte, il y a aussi une tension possible en économie politique entre ce qui doit aller vers les centres de santé et ce qui peut aller vers les hôpitaux. Et donc, je ne sais pas si un des experts voulait réfléchir sur ces questions, mais donc, il y a eu aussi beaucoup de réflexions, bien sûr, sur les enjeux de l'alignement entre, d'ailleurs, le docteur Polycarpe, la question de l'alignement entre les objectifs nationaux et ceux des partenaires. Et ça, je pense que c'est une grille à laquelle nous sommes assez familiers, ces tensions entre partenaires et les acteurs nationaux. Mais moi, j'aime bien la grille interne au pays. Donc, rural, urbain, territoire, entre territoires et hôpitaux versus centres de santé. Je serais assez intéressé de savoir comment on peut gérer ces enjeux d'économie politique. Merci beaucoup, Bruno. Je vais peut-être me tourner tout d'abord vers Parfait. Est-ce que certaines de tes questions vous interpellent et vous auriez des leçons à partager par rapport au Rwanda? Merci beaucoup pour la question, Bruno et Nouria, et aussi celui qui a posé la question. Et je veux dire, en termes de location géographique, ça ne devait pas être un critère pour la contribution à la santé. C'est-à-dire, pour le cas du Rwanda, il y a eu, en termes de partager l'expérience en termes de la détermination de la part de cotisation qui devait être faite par chaque membre adhérent à la mutuelle de santé. Il y a une catégorisation de la population qui a été faite d'une manière beaucoup plus transparente et en commençant par les instances de base et qui aboutit à un registre social, socio-registré, ce qui a fait que vous pouvez être je veux dire, vous pouvez être dans la capitale et ne pas avoir le même revenu ou bien un même statut socio-économique que quelqu'un qui est dans une région rurale. Mais la personne qui devait déterminer votre statut socio-économique, c'est-à-dire que ça devait commencer par des localités de base, au niveau du village, où le chef de village met en place tous les gens, avec toute la population, parce qu'ils se connaissent très bien en catégorisant les ménages en fonction de ceux-là qui ont un revenu intermédiaire, faible, un peu élevé. Et avec des guides, il y a eu des directives beaucoup plus au niveau national, avec des guidelines pour qu'on puisse avoir cette catégorie. C'est la base, ça a abouti à une base de données d'un registre social qui a été même digitalisé, ce qui a fait que on pourrait même, là où on sait très bien que Parfait
Donc, le ménage parfait, le chef de ménage X, son revenu, il travaille dans ça. Mais il y a eu quand même d'autres triangulations qui ont été faites parce que ça a été digitalisé, c'est-à-dire que il y a la partie, un autre système qui voit l'acquisition des terres, si j'ai une terre ou bien une parcelle, les taxes que je contribue, sur lesquelles je contribue. Donc, c'est une triangulation qui a fait qu'on a abouti encore à avoir beaucoup plus de données, beaucoup plus raffinées, à avoir une base de données d'un registre social. Et c'est à partir de là qu'on a essayé de mettre en place des catégories, que cette catégorie devait payer ça, le ménage dans cette catégorie devait payer tel montant, et pour ne pas aller donc en termes de location géographique. Et c'est ça, en fait, c'est une façon très transparente et aussi basée sur des données probantes. C'est une approche beaucoup basée sur des données probantes. Et il y a des cadres d'évaluabilité qui sont autour de ça aussi. Merci. Merci beaucoup, parfait. Effectivement, les données, mais c'est peut-être que le Rwanda est un cas particulier puisque le pays est assez petit et c'est peut-être plus facile de réussir à récolter des données. Ensuite, tourne vers vous. Est-ce que vous avez des réflexions par rapport aux questions qui ont été partagées par Bruno? Merci beaucoup. OK, oui. Pour la partie concernant les aspects ruraux et urbains, oui, j'ai des opinions particulières par rapport à ça. C'est vrai que c'est toujours un risque dans le cas de nos pays. Euh, le meilleur, c'est de pouvoir euh, euh, utiliser les fonds publics pour pouvoir donc s'adresser aux différences, aux problèmes qui peuvent arriver. C'est-à-dire le fait que les structures dans les zones rurales euh, sont inférieures que celles qu'on trouve dans les zones urbaines, et aussi la qualité des soins et tout, il y a toutes ces différences. On peut utiliser les fonds publics. Par exemple, ce qu'on préconise au Ghana, je pense, avec la capitation, si ça arrive pour la deuxième fois, deuxième phase, ce sera de pratiquer des tarifs différents pour les, pour les deux cas, c'est-à-dire les tarifs plus élevés pour les zones rurales par rapport aux zones urbaines. Donc, pour essayer quand même de s'adresser à ces problèmes. Il y a aussi ce qu'on est en train déjà de faire au Ghana, c'est les réseaux de prestataires. Les réseaux de prestataires nous permettent aussi de répondre à certaines questions sur le manque de certaines facilités, certaines services au niveau des structures dans les zones rurales, euh, en regroupant les prestataires dans un réseau, ce qu'on appelle les networks, au practice in Ghana. Et dans ces réseaux, les réseaux arrive à pouvoir couvrir le paquet minimum d'activité qui est défini pour les populations concernées. Ça, c'est une autre manière quand même de s'adresser aux problèmes qui arrivent. Je pense, oui, je suis tout à fait d'accord que ça, c'est l'une des problématiques pour le pays, mais je dirais que si on ne penche pas sur euh, disons, les cotisations pour couvrir la population, pour financer la CSU, on peut quand même faire un effort. On peut arriver à diminuer les différences qui arrivent, les différences qui sont là. Mais si on utilise les cotisations, c'est clair que on aura toujours cet euh, écart entre ce qui est disponible pour les populations rurales par rapport aux populations urbaines. Donc, à mon avis, il faut vraiment utiliser les fonds publics pour pouvoir s'adresser de manière holistique aux problèmes de la CSU dans les différentes zones du pays. Voilà. Merci, Chris. Nous n'avons plus que quelques minutes et je voudrais demander à Serge de faire un wrap-up. Maria, est-ce que tu as quelque chose de pressant à Oui, j'avais partager avec nous? quelques réflexions sur ce point, mais il n'y a pas de problème si Serge doit conclure. Et je sais qu'on a vraiment à la fin de la séance, donc voilà, je te laisse voir si on a le temps ou pas.
Écoute, vas-y, oui, en 1 minute. Ok, merci. Non, c'était juste vraiment pour répondre un peu aux questions soulevées par Bruno, mais aussi c'est lié avec ce que Chris vient de dire, avec juste encore une fois l'analyse d'économie politique en tête. Ce que je vois quand on parle des tensions entre le niveau central et les niveaux décentralisés, entre la santé primaire et les hôpitaux, entre les gouvernements et les bailleurs, c'est ce qu'on appelle une différence de pouvoir. Donc là, la question, comme justement Chris le rappelait maintenant, c'est aussi de changer cette balance de pouvoir. Parce que si les prestataires à niveau primaire n'ont pas de pouvoir pour faire leur point, pour demander plus d'argent parce que les hôpitaux ont plus de pouvoir, voilà, on se retrouve dans des situations où les réformes ne sont pas idéales. Donc, c'est vraiment une responsabilité, une des rôles de l'équipe de changement de changer cette balance de pouvoir. Et à nouveau, je pense que des stratégies ont été identifiées, peut-être de façon encore une fois intuitive. Justement, Chris parlait de network, de réseaux, de prestataires. Euh, Parfait, mettez à l'exergue l'utilisation de l'évidence, de données probantes qui peuvent être utilisées, par exemple, vis-à-vis des bailleurs pour lui faire changer d'avis, pour lui montrer qu'il y a effectivement une evidence base qui nous permet de changer un peu leur opinion et leur vie. Donc voilà, c'était juste un petit point pour dire on en parle, mais moi, comme chercheur et analytique, je vois dans tout ce qu'on dit qu'il y a effectivement des stratégies et des réflexions d'analyse politique faites dans ces dynamiques. Merci. Merci beaucoup, Maria. Je voudrais donner la parole à Serge pour qu'il puisse nous faire un wrap-up. Serge Mayaka, qui est professeur en financement de la santé à l'École de santé publique de Kinshasa, qui est l'expert du financement de la santé auprès de l'OMS. Serge, as-tu des messages clés qui, selon toi, sont ressortis de cette discussion? Oui, merci beaucoup Nouria, merci beaucoup à tous les présentateurs de ce jour parce que vous avez à travers ce webinaire, on s'est tous retrouvés dans ce webinaire parce que nous avons tous déjà observé à travers de nombreux cas de réforme du financement de la santé que les processus techniques avancent souvent de manière isolée, sans réelle connexion avec les dynamiques politiques et malheureusement cette déconnexion entrave la progression de ces réformes de financement de la santé. Et justement, ce webinaire nous a montré que nous devons toujours avoir à l'esprit que la conception, aussi bien la conception, l'adoption et la mise en œuvre des réformes efficaces du financement de la santé sont complexes et elles impliquent des interactions entre différents acteurs au pouvoir et aux intérêts divergents et dans un contexte dynamique qui génère souvent des tensions et des obstacles. Et pourtant, ces dimensions politiques ne peuvent être ignorées. Et si nous voulons progresser vers la CSU notamment, nous sommes obligés de naviguer avec ces tensions, de gérer ces différents obstacles. Et c'est là qu'intervient justement l'analyse de l'économie politique et qui joue un rôle clé, comme nous l'a si bien expliqué Maria, que je remercie, parce que ça permet justement de comprendre la répartition de ses pouvoirs et de ses ressources, d'identifier, comme il y a un terme qu'elle a très bien utilisé, d'identifier les gagnants et les perdants potentiels de ces réformes et de concevoir des stratégies qui rapprochent qui rapprochent les aspects techniques et politiques. Et donc, en intégrant ces préoccupations politiques, l'analyse de l'économie politique maximise justement l'adhésion aux réformes et limite le plus possible les oppositions et augmente les chances de réussite. Merci beaucoup à Chris et à Parfait parce que à travers aussi bien l'exemple du National Health Insurance Scheme du Ghana et également à travers le CBHI du Rwanda, on se rend compte, vos exemples démontrent vraiment que les réformes techniques ne suffisent pas en elles-mêmes. Elles doivent être intégrées dans une stratégie globale qui anticipe et qui gère les dynamiques politiques. Et vous avez très bien montré que beaucoup de ces réformes profitent de l'ouverture de fenêtres d'opportunités pour être mises à l'agenda. Et justement, l'analyse de l'économie politique fournit ce cadre stratégique en alliant aussi bien analyse et action pour garantir que les réformes soient le plus réalistes possible, soient également faisables et durables. Personnellement, en tout cas, ce que je retiens d'important pour ma pratique, c'est que pour avancer vers la CSU, avancer vers toute réforme de financement de la santé, nous devons adopter une autre façon de penser.
nous devons adopter une approche holistique qui combine aussi bien l'expertise technique que l'expertise, que la gestion des dimensions politiques. Et justement, Chris est parfait. Vos exemples du Ghana et du Rwanda nous rappellent que la réussite de ces réformes repose autant sur les stratégies politiques que sur les solutions techniques. Et j'appelle justement tous les techniciens, tous les acteurs de santé publique de ne jamais oublier que nous devons toujours intégrer la capacité analytique nationale pour adapter nos réformes en tenant compte en tenant compte du contexte et en tenant compte justement de l'analyse des détenteurs d'enjeux si on veut réellement mettre en place des stratégies qui vont dans le sens de la réussite de nos réformes de financement de la santé. Voilà un peu en gros ce que je peux dire en termes de résumé. Il y a beaucoup à dire, même quand on regarde tous les chats, il y a beaucoup à dire, mais je préfère m'arrêter là, Nouria. Merci beaucoup. Merci infiniment, Serge, et merci à tous. Je remercie en particulier nos présentateurs, Maria, Chris, Parfait et Serge pour ton compte-rendu final. Merci à tous d'avoir participé. Nous avons hâte de vous voir dans nos prochains webinaires et nous vous souhaitons à tous une excellente soirée, journée, matinée, nuit. À bientôt.